Ça enregistre ou pas? Oui. 3700 milliards de dollars. C'est le prix total de la somme de toutes les crypto-monnaies à la mi-décembre 2024. C'est de quoi acheter une Tesla Model 3 à chaque humain sur Terre, 1,2 fois le PIB de la France et 2,3 fois le PIB de l'Espagne. Autant dire que ça fait beaucoup de sous, et avec l'arrivée de l'euro numérique, j'ai décidé de coder ma propre monnaie digitale. Transparente, accessible à tous et contrôlée par personne. Et pour ça, j'ai décidé de me baser sur une technologie déjà existante qui a commencé à faire parler d'elle depuis 2009. Je vais nommer la blockchain. Mais avant de commencer à coder quoi que ce soit, je vais vous poser du contexte. Ça, c'était moi il y a 1 an en arrière. Un peu de boulot et ici un peu de bonne humeur. Voilà. Allez, des bisous. Regardez-moi cette tête de fatigué. En fait, je crois que c'était le dernier jour de la piscine, l'épreuve intense mais obligatoire pour rentrer à l'école 42. Et depuis ce dernier jour de piscine, je me suis jamais arrêté. J'ai codé, que ce soit à l'école ou à la maison. J'ai créé. J'ai vécu des choses incroyables. Et un soir, dans un de mes moments de curiosité, je suis tombé sur le sujet qui m'a amené à cette vidéo. Un sujet important, un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui pourrait avoir un réel impact sur nos vies. Je vous laisse regarder par vous-même. Alors fini les banques, les American Express, Visa et autres PayPal. L'Europe pourrait devenir votre moyen de paiement. C'est en tout cas le projet d'euro numérique qui doit offrir une solution européenne de paiement digital équivalent au numérique des billets géré par la Banque Centrale Européenne. Bon, pour l'instant en France, on a 2 moyens de paiement, le cash et la carte bancaire. Le cash est assuré par les banques centrales, ça va être les billets, les pièces, etc. Toutes ces monnaies fiduciaires que personne ne peut refuser en France, parce que la monnaie a cours légal, c'est-à-dire que si tu décides de refuser un paiement cash, c'est une amende, directement, l'amende qui tombe. Et de l'autre côté, on a les monnaies scripturales, donc ça c'est les monnaies privées, donc c'est toute la monnaie qui est gérée par les banques privées, type Crédit Agricole, BNP, etc. Et donc ça, c'est complètement dématérialisé. Le paiement a tendance à être de plus en plus dématérialisé. Les gens payent de moins en moins en cash. Et c'est là que la Banque Centrale intervient en créant l'euro numérique pour apporter ce cash digital qui manque en fait. C'est-à-dire une monnaie avec laquelle on va pouvoir payer en ligne avec tous les avantages du cash, c'est-à-dire la non-traçabilité, l'anonymat en ligne. La crainte de certains, c'est que le cash disparaisse peu à peu et que l'euro numérique prenne sa place et qu'on se retrouve dans une société contrôlée par les banques centrales avec des gens qui sont capables de stopper des achats ou de geler des comptes sur commande parce que tu as consommé trop de viande ce mois-ci, stop, tu n'achèteras pas de viande. Tu n'achèteras pas de viande. Toi, tu as trop mangé de viande. Ça, c'est la crainte de certaines personnes. Est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir à mettre en place un euro digital pas tracé quand on se dit qu'il y a des gens qui peuvent financer le terrorisme? Alors, c'est vraiment le scénario catastrophe, hein. Mais du blanchiment d'argent, tout ce genre de choses, ça existe en fait. Et ça serait complètement irresponsable pour une telle institution de dire on va créer une monnaie que personne peut voir. Non mais, chef, où t'as vu ça en fait? Qui fait ça? Donc le meilleur moyen de comprendre comment faire une monnaie libre, c'est de coder ma propre monnaie. Et c'est là qu'intervient la blockchain. Et la blockchain, elle est primordiale. C'est le socle technologique qui fait que maintenant, on est tous capables de créer une monnaie. En gros, ça ressemble à ça. On a des blocs, et dans un bloc, on retrouve le numéro du bloc, un truc sur lequel on va revenir plus tard, un endroit pour stocker des transactions, un premier code et un second code. En fait, ce code-ci, c'est le résultat d'une fonction de hachage. Une opération qui va prendre tout le contenu du bloc, c'est-à-dire toutes les transactions, le code ici, ce petit truc ici, et le transformer en une longue chaîne de caractères. Et du coup, ce code-ci, c'est le code du bloc précédent. C'est pour ça qu'on parle de chaîne, parce que si on change rien qu'un seul caractère dans un bloc, ça va changer son code et invalider le bloc suivant, qui va invalider le bloc suivant, etc. etc. Ce truc-là, en fait, c'est un chiffre qui va permettre de sceller le bloc. Donc l'idée, c'est que dans Bitcoin, par exemple, tous les codes doivent commencer par 4 0. Donc pour trouver un code qui commence par 4 0, il y a des ordinateurs qui possèdent une copie de la blockchain et qui tournent en permanence pour faire varier ce chiffre, pour trouver un bon code et miner le bloc. Ok, désolé, j'ai oublié de tourner cette séquence, donc je le fais comme ça. En gros, c'est comme ça que fonctionne la blockchain la plus connue, Bitcoin. Et tout ce méli-mélo, ça fonctionne en réseau. Donc la blockchain, c'est juste un grand registre partagé que tout le monde peut consulter via un explorateur de blockchain en ligne. Ok, donc ça, c'est un explorateur de blockchain Bitcoin. Donc ici, on retrouve le numéro des blocs. Ici, c'est l'identifiant de chaque bloc. C'est le fameux code qui commence par 4 0. Donc là, vu que c'est la blockchain Bitcoin, on voit bien qu'ils commencent tous par 4 0. Ici, on a le nombre de transactions qui sont passées dans le bloc. Ici, c'est le nonce. C'est le fameux chiffre que tous les ordinateurs se mettent à calculer pour sceller le bloc. Donc si on change le nonce, ça change le code et le bloc n'est plus valide, typiquement. Et puis, on peut explorer chaque bloc. Donc si je clique par exemple sur ce bloc là typiquement, voilà, hop. Donc là on a le bloc numéro temps avec toutes les informations relatives au bloc et toutes les transactions qui sont passées à l'intérieur.
On voit que typiquement ici, on a 22 millions de dollars qui ont transité sur cette ID jusqu'à cette adresse-là. Ici, on en a pour 15 millions et on peut tout retracer. On peut voir comment les fonds bougent. Et c'est ça qui est exceptionnel en fait, c'est que tout le monde, littéralement tout le monde peut le voir. Si toi tu décides d'aller voir là, tu peux le faire. Genre, tu peux aller checker toi-même. Et ça, c'est exceptionnel en fait parce qu'il n'y a plus de problème de traçabilité. Et est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec l'euro numérique? Je ne pense pas. J'aimerais bien, mais je sais pas, tu vois. Donc pour ce qui est de la transparence, c'est bon. Les gars, avant de commencer ce projet, je connaissais absolument rien au développement blockchain. Donc j'ai dû tout reprendre depuis le début. Nouveau langage, nouveau support de développement et nouveaux outils. Comme tout projet informatique, j'ai dû commencer par la chose la plus importante, lire la documentation. Et c'est comme ça que j'ai compris que le moyen le plus simple de développer ma monnaie serait de coder sur la blockchain Ethereum. En gros, Ethereum, c'est la première blockchain qui ne fait pas que stocker des transactions. Elle est également capable d'exécuter du code. Et ça paraît de rien, mais en fait, c'est une vraie révolution. La force des smart contracts ne réside absolument pas dans le fait de pouvoir automatiser des tâches. Parce que ça, on sait le faire depuis longtemps. La vraie force de ces programmes est intrinsèque aux processus par lesquels ils sont exécutés. Je vous explique. En gros, si j'écris un programme et que je le déploie sur le réseau Ethereum, puis que je décide ensuite d'utiliser une de ses fonctionnalités, comme transférer de la monnaie par exemple, un validateur va venir exécuter mon code pour valider ma transaction et écrire le résultat dans un bloc. Mais là, problème. Qu'est-ce qui nous assure que le gars n'a pas fait n'importe quoi? Qu'il n'a pas modifié le résultat de l'opération à sa convenance? Et c'est là qu'entre en compte toute la puissance du réseau. Tous les autres validateurs vont reprendre la liste des transactions et les retester une par une pour assurer la fiabilité des informations. En gros, plus il y a de validateurs, plus la confiance dans le réseau augmente. Tout le monde check le travail de tout le monde. Du coup, on peut faire des opérations financières complexes uniquement avec du code, de manière décentralisée et transparente. Et ça, pour ma monnaie, c'est génial, parce que si je me base sur cette tech, tous les échanges et transactions vont passer par ces autres validateurs, ce qui m'assure donc transparence et sécurité. Maintenant, il reste plus qu'à coder. En gros, il a fallu que j'apprenne principalement deux trucs. Le langage qui va me permettre de coder et un outil qui permet de communiquer avec la blockchain. Des langages, il y en existe plein. Blender est codé en C, Minecraft en Java, Chrome en C++. Mais le langage qui nous intéresse, c'est Solidity. Et pour ça, Et pour ça, les gars, j'ai juste eu à compter sur Internet. Parce que maintenant, on peut quasiment tout apprendre en ligne. Je suis pas en train de dire que l'école, ça sert à rien, loin de là. Mais depuis mon ordinateur, depuis ma chaise, je peux apprendre à faire des choses exceptionnelles. Donc c'est bien toujours de, bien sûr, demander des retours aux gens, comparer ses idées, débattre, etc. Mais maintenant, la connaissance, elle est vraiment à portée de tout le monde. Et c'est fou parce que avant ce projet-là, j'avais jamais fait de développement blockchain. Et j'ai découvert plein de choses incroyables. J'ai participé à un hackathon au Parc des Princes, etc. Et ça part juste du fait que je me suis assis. J'ai pris chaque heure que je pouvais pour apprendre tout seul dans mon coin et du coup il y a des opportunités qui s'ouvrent et ça c'est exceptionnel, c'est la force de l'internet les gars. Tu peux tout apprendre limite tout seul et moi c'est comme ça que j'ai fait. Et du coup j'ai suivi un tuto de 36 heures d'un gars qui s'appelle Patrick. Et Patrick, il m'a appris à utiliser Solidity avec un outil qui s'appelle Foundry qui permet de communiquer avec la blockchain depuis mon terminal de commande. Par exemple, les gars, ici, j'ai un programme, mais si je veux le tester, il faut que je le déploie sur la blockchain. Et ça peut coûter de l'argent si je décide de le déployer en mainnet. Et ça peut prendre beaucoup de temps aussi s'il y a beaucoup de transactions sur le réseau. Du coup, ce que Foundry permet de faire, c'est de créer un nœud directement dans le terminal. Donc ça, c'est une fausse blockchain que j'émule sur mon ordinateur en local. Et du coup, je peux faire passer des transactions et déployer directement mon smart contract sur mon ordinateur. Donc là, c'est pas réellement connecté à la blockchain, c'est vraiment un environnement local qui me permet de travailler et qui me permet de du coup tester mes programmes. Et puis après, Foundry va aussi me permettre de les déployer en mainnet. Du coup, maintenant que tu sais tout ça, tu dois te demander à quoi ça ressemble une monnaie sur le réseau Ethereum. Mais en fait, ça ressemble autant à une grenouille qu'à un chien jaune, qu'à un crâne de singe difforme. Autant de gens et de projets qui ont eu l'envie ou le besoin de créer une monnaie sur le réseau Ethereum. Et toutes ces monnaies, elles ont deux points communs. La première, elle est dans le code, et on va y revenir tout de suite. Et la seconde, c'est que ce sont pas des monnaies. Ah désolé, j'ai menti. En fait, toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies, ce sont plus des actifs financiers. Parce qu'une monnaie, par nature, je peux acheter des trucs avec, je peux la garder pour conserver de la valeur, et je peux mesurer des choses avec. Je suis capable de dire, ok, ce t-shirt, il vaut 30 €. Parce que c'est une échelle de mesure. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire d'un pote, faut lui envoyer des sous pour payer l'activité. Pas de soucis, j'adore payer. Et il me dit, ouais, Julien, faut que tu m'envoies 36 €. Je lui ai dit, frérot, t'inquiète, je vais créer une monnaie, je vais t'en envoyer 1 million. Et vu que ça vaut absolument rien, bah mon bro, il a refusé les 1 million. Parce qu'en fait, toutes ces monnaies qui sont en fait des tokens, ils servent pas à ça. Leur valeur, elle est ailleurs. Et une partie de leur valeur, elle est dans le code. La plupart des tokens et des monnaies sur Ethereum suivent une norme. C'est comme partout, il faut mettre des règles pour qu'on puisse s'y retrouver et essayer de créer une certaine harmonie dans le système. Et cette norme qui amène cette harmonie sur Ethereum, c'est le standard
ERC20. C'est ce truc-là qui standardise l'utilisation des tokens. Dans le code, ça ressemble à ça. En fait, c'est un morceau de code qui est commun à tous les tokens. Et l'idée, c'est qu'il permet de faciliter les échanges et la compatibilité avec les plateformes décentralisées. Donc l'idée, c'est qu'on retrouve à peu près toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement du token. Donc on voit qu'il y a une fonction de transfert, une fonction pour savoir le nombre de tokens total en circulation. Et donc moi, mon truc, il va se baser là-dessus. Du coup, le code, il ressemble à ça. Et vu que la norme prend en charge la majorité des fonctionnalités, on se retrouve avec un programme tout petit qui hérite du contrat ERC20. On n'a plus qu'à choisir le nom et le symbole de la monnaie et puis on peut le déployer sur le réseau. Ok, donc à gauche j'ai le programme, à droite j'ai Foundry, donc je peux lancer le script. Donc là il faut que j'attende un peu, je vais recevoir une demande de transaction sur ma ledger. Là j'ai toutes les informations relatives à la transaction, je signe la transaction. Ok les gars, la transaction est passée et on peut voir que Foundry me renvoie la contract address. Donc ça va être l'identifiant de mon token. Les gars, je vous présente officiellement l'AS, la monnaie de bronze antique qui renaît de ses cendres. J'ai mon bro ChatGPT qui m'a cook un petit site pour pouvoir interagir avec le token. Bon, ici je peux me connecter avec un portefeuille, tac. Donc j'ai juste à cliquer sur Get Roman As juste ici, je clique sur confirmer, je vois que j'ai 9 Roman As tokens, donc c'est littéralement ce qui est écrit dans le code juste ici, RAS, donc on voit le symbole qui correspond au portefeuille. Ici on regarde, on a la fonction mint, et du coup si on va sur l'explorateur et qu'on regarde toutes les transactions qui sont passées, donc ça à 8 secondes c'est ce que je viens juste de faire à l'instant, on voit que c'est la méthode mint qui a été appelée exactement comme dans le code. Bon, en vrai, là, les gars, le token, il vaut rien, mais ce que je trouve trop stylé, c'est juste le fait qu'il existe, en fait. L'idée qu'il soit inscrit dans la blockchain et que le truc soit immuable. Tout le monde peut l'utiliser dans le cas où il faut aller sur la plateforme, en mint un peu, ou même pas, si t'as l'adresse du contrat et que t'as un peu débrouillard, tu peux t'en give à l'infini, littéralement. En fait, aujourd'hui, face à l'évolution des moyens de paiement, il y a plusieurs technologies qui coexistent. Donc, il y en a des ouvertes, comme la blockchain, la chose sur laquelle j'ai basé mon token. Et il y en a des plus centralisées, sûrement la technologie sur laquelle sera basé l'euro numérique. Donc il faut rester informé. Moi je suis pas là pour dire qu'une technologie est mieux qu'une autre. En fait je pense que tout ça c'est une question de besoin. Parce que nous, on a vraiment tendance à voir les crypto-monnaies comme un actif financier, comme un moyen d'investissement, alors que pour le coup, dans certains pays, c'est devenu quelque chose qui est rentré au cœur des échanges, parce que par exemple, le système bancaire est difficile d'accès, ou alors la monnaie s'est complètement effondrée, et ils ont besoin d'une solution pour changer de la valeur. Donc c'est vraiment une question de besoin. Rien n'est éternel, et l'histoire nous l'a prouvé. Je trouve qu'on a un peu tendance à oublier que tout a une fin. D'ailleurs, je peux vous recommander cette lecture, The Evolution of Money and Payment, très intéressant pour en savoir plus sur l'évolution de l'argent au fil du temps. Alors quand il s'agit de nos libertés, parce que oui, les moyens de paiement, ça touche à notre liberté. C'est important de maîtriser, du moins de comprendre la technologie pour choisir notre avenir de la manière la plus consciencieuse possible.